essayer aujourd'hui d'essayer de comprendre, de vue sur la Syrie, l'Égypte et le Maroc, et bien sûr, c'est le pays où je parle. Alors, le discours du Syrien, c'est-à-dire d'Assad, je crois qu'il a... Il faut d'abord commencer par dire qu'il s'agit plutôt d'un plan, d'une thèse que d'un plan d'action. Hein. Il y a trois parties, et bien, il se déroule très très bien. Sur moi, il faut bien sûr avoir du temps. Et j'estime aussi qu'il a fait très attention à ce paramètre du temps. Je vais parler dans quelques jours le développement de tous ces points qu'il a pu exposer à son discours. Je présume que d'un autre côté, il n'y a pas mieux de parler peu et de parler avec signification, c'est-à-dire, comme on dit en arabe, man qalla wa dalla. C'est une chose très importante. Or là, il y a tout un discours, il y a toute une analyse, il y a tout un ensemble d'images derrière lui des victimes, sur son côté droit, son bras droit, tout ce qui est amphithéâtre à droite. Et tout en haut, il y a un régiment que de policiers. Enfin, c'est son monde, il fait ce qu'il est en train de faire et a envie de faire. Et il me semble aussi important de signaler que il parlait de la dichotomie sécurité et réforme, la sécurité et la réforme. C'est un discours qui vient pratiquement 2 ans de retard, parce que tout ça, il aurait dû faire dans un temps où il avait encore le temps, comme j'allais dire ici au Maroc. Donc il y a encore le temps, il faut passer à la première République marocaine. Et les choses passent, se déroulent dans un état parfaitement normal. Là, le premier sentiment, on voit que le régime est aux abois. Abstraction faite sur le visage d'Assad, il connaît son discours tellement fatigué, et puis son visage quand il avait rencontré l'envoyé spécial de l'ONU, Brahimi, où il était très décontracté. Mais, comme je dis, l'abstraction faite sur tous ces détails, et ça nous donne l'impression que il lâche, mais elle reste sur ses gardes. Je parle toujours du régime, mais je ne parle pas de la personne. La personne Assad, il est, j'allais dire, marionnette. C'est tout un régime qui dirige et non une personne. Parce que ce qui se passe sur le terrain, ce n'est pas lui. Il est quelque part dans un bunker, je ne sais pas où, mais il y a un régime qui est là. Un régime qui est en train de faire ce qu'il a envie de faire. Alors maintenant, on peut parler bien sûr, est-ce qu'il fait du bien, est-ce que c'est lui qui fait, est-ce que ce n'est pas lui? Vous savez, il y a maintes questions qu'on peut poser. Qui est responsable de tout ce qui est en train de se faire? Est-ce la personne ou est-ce un régime? Moi, je considère que c'est le régime en question qui est responsable et non la personne. Parce que une personne il est vite trouvable dans toutes les sociétés, et clairement, comme on disait autrefois, c'est-à-dire, si on veut dire en voie de développement, quelqu'un d'illettré, il peut faire bien un président, parce que il peut être mené à droite, à gauche, comme ce qui se passe ici, par exemple, avec Liberté, avec les Blatters, on fait d'eux des potiches,
des individus non individus. Et c'est ça, c'est un ensemble de personnes. Enfin, j'essaierai toujours d'être un peu plus bref sur cette question, mais la question est toujours là. Qui est responsable et qui n'est pas responsable de ce qui se passe, ce qui est en train de se passer en Syrie? Il me semble que c'est le régime, c'est-à-dire un ensemble de personnes finies, mais c'est un ensemble de personnes, mais pas une seule personne. Ça, c'est la première des choses. Donc, son discours même, il a été préparé par d'autres et il a été prononcé par eux. D'ailleurs, c'est ce qu'on présente à la société, au monde entier. Voici la position du régime. Un plan de thèse de 3 parties. Vous pouvez le lire en dessous de ce posting, de cette vidéo. Alors, la sécurité, en cet instant-là, il n'y a pas une question de sécurité ou encore moins de réforme. Parce qu'il existe aujourd'hui une situation de sortir de l'engrenage. Sortir de l'engrenage, il est vrai qu'il avait raison sur cette phrase, il préfère parler aux maîtres plutôt aux esclaves. Et c'est une bonne chose. Encore faut-il savoir qui sont les maîtres. Est-ce vraiment Qatar? Est-ce vraiment l'Arabie Saoudite? Est-ce vraiment les États-Unis? Est-ce vraiment Israël? Enfin, il y a tout un ensemble. Est-ce tout un ensemble ou une combinaison? Qui n'existe pas non plus à quelqu'un à qui on peut discuter, à qui il peut discuter. Je dis on parce que tous les 22 pays arabes, ils ont besoin d'une discussion avec une personne, comme ça a été avec eux, c'est-à-dire ils sont habitués à parler à une personne. Alors la démocratie est une série de personnes, c'est un ensemble, et c'est cet ensemble qu'il faut savoir manipuler. Alors ils n'ont pas les moyens bien sûr de manipuler, puisqu'il s'agit d'une culture démocratique, et c'est toute la question. Je mets par exemple Nicolas Sarkozy, quand il était au pouvoir, il y avait ses gens de membres. Donc, quand il est parti, ses gens de membres aussi sont partis. Il y a François Hollande maintenant, et ces gens de membres, ils sont là, c'est avec cette nouvelle équipe. Et c'est ainsi que le monde démocratique, c'est-à-dire, du point de vue de la citoyenne, c'est-à-dire du citoyen ordinaire, personne ne sentirait qu'il a un fardeau sur ses épaules, disons, c'est-à-dire sur lui, qui est tout le temps torturé par une seule personne ou par une même équipe. Et donc, il n'y a pas une torture ou une fatigue d'une équipe, parce qu'il y a un changement, il y a une aération de ce côté, du côté du pouvoir. Revenons à la question où nous sommes, c'est-à-dire avec la Syrie. La Syrie, il reste son discours orienté vers une partie des intellectuels, hein, mais il ne résout pas le problème en tant que tel. Je veux dire par là, c'est-à-dire les gens qui sont sur le terrain comprennent aussi parfaitement ce qui s'est dit, mais tout le monde attend avec patience, c'est-à-dire la condition sine qua non, et lui-même il le savait, c'est-à-dire le régime savait cette condition, c'est-à-dire de laisser le pouvoir s'aérer, c'est-à-dire il aurait dû à la fin de son plan dire qu'il présente sa démission, où il se retire, où il n'est pas parti pris dans les prochaines élections, mais il me semble qu'il a des réticences dans ce sens, c'est-à-dire comment il va concevoir un écart, si ce n'est pas un départ, mais un écart du pouvoir. Donc, je parle toujours, pas d'Assad, mais c'est tout un régime. C'est pour ça qu'il disait qu'il faut qu'il sache avec qui il va négocier. C'est comme s'il existe quelque chose à négocier. Or, il n'y a rien à négocier. Il y a un système en faillite et un système qui veut se mettre en place. Ce nouveau système
peut être bénéfique et démocratique, bien entendu, pour l'ensemble, mais il peut aussi être à côté de la plaque, c'est-à-dire ce qui importe pour l'instant, c'est ce changement. Ensuite, on verra. Ensuite, ce qui se passe par exemple en Tunisie, en Égypte, en Yémen, c'est encore la situation du provisoire. Est-ce que ce provisoire qui va durer? Est-ce qu'on n'aura pas besoin, par exemple, d'une autre révolution pour mettre le train sur les rails? C'est-à-dire, il y a tout un ensemble. Mais d'abord, le premier point, c'est le changement. Et c'est ce changement qui est important à l'effectuer. Donc, s'il avait ajouté cette phrase comme quoi il voulait qu'il passe maintenant la main, et tout est à son honneur. Et comme ça, les choses vont se dérouler dans le bon ordre. Or, ce qui est important aussi à comprendre, que l'autre partie veut faire de lui un exemple comme tout espace dictatorial, prennent quelqu'un de la société et fait de lui un exemple de bonne conduite, de mauvaise conduite auprès des autres. Donc, le changement, c'est-à-dire l'équipe qui peut prendre le dessus, est aussi encore fragile. Et c'est dans ce sens que Assad, c'est-à-dire le régime d'Assad, bon, désormais quand je parle d'Assad, c'est le régime d'Assad. Hein. Alors, Assad, il est dans ce sens, c'est-à-dire il ne peut pas, comme on dit, on ne peut pas se laisser faire. Il faut bien qu'il ait des garanties pour que le système ou le régime exactement puisse s'écarter. Or, comment il conçoit, à mon avis et à mon sens, comment il conçoit ce départ, c'est-à-dire avec des négociations auprès d'une équipe prétendant être la prochaine, c'est-à-dire qui va former la deuxième république syrienne. Et dans cette équipe, il y a les hommes de cette dictature, c'est-à-dire d'Assad, qui vont s'intégrer, vont s'infiltrer d'une manière objective ou subjective, si j'ose dire, et pénètrent dans le centre des décisions. Comme je disais autrefois en Égypte, le général Gamal Hamad, j'avais déjà fait passer dessus, il parlait de quand la révolution de 52 y était, eh bien, Nasser, il avait dans ce comité directeur, il n'y avait que les hommes de Nasser, le lieutenant-colonel de Nasser. D'accord. Et le général Najib qui chapeautait, il avait un titre de chapeauter le coup d'État, eh bien, il était seul. Et donc, c'était les hommes du lieutenant-colonel Nasser qui ont pu avoir le pouvoir par la suite, c'est-à-dire un an, 2 ans plus tard, 53, 54. Donc, c'est l'idée centrale de la série, c'est-à-dire d'Assad, c'est-à-dire d'avoir aussi ces hommes à l'intérieur, de telle sorte qu'il y aura des jugements et j'allais dire un espace de Nuremberg en Syrie, c'est-à-dire il faut bien qu'il y ait des gens qui payent ce qui s'est passé, eh bien, il y aurait peut-être une clémence, hein, comme ce qui est en train de se passer en Égypte avec Hosni Moubarak, et avec toute l'équipe de Hosni Moubarak. Donc, c'est dans ce sens. Il faut bien un donnant. Et c'est ce côté-là qui est en train de le chercher Assad. Pas autre chose. Alors ça, c'est les grands 1. Grand 2, les gens qui sont à côté, ils ne veulent même pas entendre parler de ce genre, de cette cuisine, si j'allais dire. Hein, c'est-à-dire, c'est une cuisine moins qu'une cuisine politique. Hein, c'est-à-dire, c'est le sort qui peut. Pas le meuble, mais sort qui peut. C'est ce qui est important. Donc, ils ne sont pas intéressés, ils veulent avoir une victoire. Ils veulent marquer cette victoire. Or, ils n'ont rien à marquer. C'est-à-dire, ça c'est un système qui passe d'un système
qui était auparavant dictatoriale pendant plus de 40 ans, comme au Maroc, il existe une dictature qui a fait de 1610 à peu près jusqu'à nos jours, donc ça fait 400 ans. Hein, et ça change autour, mais ça reste toujours les mêmes. C'est-à-dire là, dernièrement, ça fait de 1955 jusqu'à nos jours. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe au Maroc. Les gens crèvent dans les classes, il y a le froid, la faim. Comment les gens peuvent vivre si on met le nombre de délateurs, le nombre de brigades supérieur à la population, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Hein. Il faut bien savoir que les gens ont besoin de vivre. Et vivre, c'est-à-dire vivre sous un État. Et l'État qui assume ses propres responsabilités. Ce n'est pas un État fantoche ou un État des voleurs, des assassins, des criminels, tout ce qu'on veut. Parce que finalement, c'est ça ce qui se tourne dans les grands palais. Un palais royal à Rabat, un palais royal à Marrakech, un palais royal à Rabat. La population vit dans la misère. Et les spy caméras. Moi, je suis encadré par des spy caméras. Ils n'arrêtent pas de m'emmerder. Mais ça, c'est un phénomène. Il faut bien qu'il y ait, bien sûr, une république. C'est-à-dire, entre la première république marocaine et entre ce qui est en train de se passer, il y a quand même un temps de il y a quand même un temps de relâche. Et là, les gens peuvent quand même respirer et savoir ce qui est le bon et ce qui est le mauvais. Et le bon, il est évident, un état de droit. Voilà. Alors, c'est cette situation qui est valable dans les 22 pays arabes. Maintenant, il parlait des théoriciens de ce printemps arabe. Et vous savez très bien que les théoriciens d'une révolution ne se montrent jamais. Parce que les théoriciens, cela veut dire faire bouger les lignes directrices des dictateurs. Et les dictateurs n'aiment pas ça. Donc, ils vont vous envoie aux théoriciens, les gens à eux. Parce que eux, ils veulent rester à l'état où ils sont. Si je prends par exemple la Révolution française de 1789, eh bien, il est rare de comprendre qui a fait les théoriciens de cette révolution. Je ne crois pas qu'il existe des historiens qui peuvent dire c'est telle personne qui était ou telle personne ou un ensemble de personnes qui étaient derrière cette révolution. Mais la situation critique d'une société fait qu'il existe une révolution, fait qu'il existe, toute révolution existe de théoriciens. Alors, je vous dis par exemple, en ce qui concerne le printemps arabe, c'est ce qu'il dit Voilà, alors, ce que je dis pour les théoriciens, par exemple, du printemps arabe, moi je crois, c'est-à-dire, ça c'est un point de vue, ça peut, il y en a d'autres qui en voient les choses autrement, mais je crois qu'on, par exemple, moi je cherche un parallèle avec l'Europe. L'Europe, ils sont maintenant à 27 pays européens. Et ils vont y aller jusqu'à dans les 47 pays européens, c'est-à-dire tout le continent européen. C'est-à-dire 27 pays, c'est-à-dire chaque pays a un commissaire qui est représenté à la commission à Bruxelles. Il y a des parlementaires à Strasbourg. Il y a tout un ensemble qui est en train de se faire et de marcher, et je veux vous dire, qui marche avec 27 pieds, et voire 47 pieds. C'est-à-dire, c'est ce qu'on dit en Égypte, comme le Coran, avec 41 pattes. C'est-à-dire 27 langues. Or, ici, nous n'avons qu'une seule langue, c'est la langue arabe. 22 pays arabes, une seule langue. C'est déjà quelque chose. Alors, il y a bien sûr une tradition, c'est-à-dire islamique, il y a tout un ensemble. Bon, c'est-à-dire il y a beaucoup de points communs. Moi, quand je regarde
les télévisions du monde arabe, eh bien, je me retrouve partout. Je suis en Égypte, je suis égyptien, Isaïque, tout ce qu'on veut. Je suis au Liban, château, c'est-à-dire, on est chez nous, dans les 22 pays arabes. Je peux voir ce qui est en train de se passer dans le Parlement, par exemple, libanais. Je sais est-ce une opposition ridicule ou une opposition constructive. Je sais faire la même chose quand je vois en Égypte Morsi, les autres disent de lui dans le film de Napoléon, Maurice. Bon, alors, c'est ce qu'ils veulent diminuer de la personne. Mais enfin, le président Morsi, quand il parle, je sais ce qu'il voulait dire. Parce que il parle en arabe, parce qu'il a une culture arabe, il a une façon de le voir arabe. Donc, je le comprends. Par contre, quand la Hongrie est passée à côté sur les droits les libertés individuelles, les libertés de la presse, et ainsi de suite, eh bien, le Parlement européen était très mécontent parce que il y a quelque chose qu'il ne comprenait pas et il faut bien saisir cette donne. Or ici, tout est saisissable. Donc, si je parle de la théorie comme je la conçois, c'est-à-dire 27 pays, ça donne 27 commissaires, et ils peuvent y aller jusqu'à 47, comme je vous ai dit, avec 47 commissaires, ici 22 pays, 22 commissaires. Un parlement, on peut le constituer, on peut le faire n'importe où, soit en Algérie, soit au Maroc, ou en Égypte, L'important, c'est qu'il y ait une construction arabe, qu'on sort de ce catacombe et de dire que ces Arabes, ils ne savent pas se gouverner. Non, ils savent se gouverner. Il y a des hommes et des femmes qui sont capables de mener le bateau au bon port. Reste à savoir, est-ce que les dictatures qui sont là et qui existent encore à l'état actuel des choses vont laisser ce bateau arriver au bon port? Ça, c'est une des théories. Il a ses principes, il a ses axiomes, il a tout ce qu'on veut, oui. Mais voilà l'objectif. C'est-à-dire, si on peut atteindre ça, c'est-à-dire, quand je dis tout cela, c'est-à-dire, je considère auparavant 22 pays arabes, 22 républiques. Il n'y a pas ni émir, ni roi, ni putain de merde. Voilà. Parce que personne au monde ne gagne des milliards et des milliards. Là, ici au Maroc, on parle de roi ici qui fait les 7 milliards d'euros dans la revue Forbes, et pourquoi ne pas la multiplier par 100, encore, de 0 à droite, ça fait 700. Parlons pas d'Andrea Zolaï, un juif qu'il a encore en état, qui peut aller conseiller économique, et le pays il fait plus de 95% des chômeurs. Qu'est-ce qu'il fout, la merde? Qu'est-ce qu'il a à foutre? Et ils ont donné l'exemple aux Saoudiens d'engager aussi des conseillers. Qu'est-ce qu'il peut faire celui-là? Alors, je disais que dans son discours, il parlait de ça. Et donc, il parlait des théoriciens. Mais les théoriciens, ils sont là. C'est-à-dire, vous ne pouvez avoir un aperçu de ces théoriciens que par le passage d'une république ou d'un royaume à une république. Là, on peut commencer à voir. Mais je vous dis d'ores et déjà que les prémices d'une certaine forme des pays arabes, des 22 pays arabes, et le parallèle avec l'Europe. D'autant plus, l'Europe est notre voisin. Et le voisin des Arabes. Donc le continent européen, il est juste à côté du continent arabe. Il n'y a que la Méditerranée qui les sépare. Si on fait les très bons projets, eh bien, il y aura des ponts, et des ponts même au-dessus, pas comme ce qui se passe entre la France et la Grande-Bretagne, des tunnels sous la Manche. Donc, voici la théorie. Il faut arriver à ce stade. Vous allez me dire, c'est-à-dire à un régime, par exemple, dictatorial, eh bien, nous, on peut aussi le faire. Non, vous ne pouvez pas le faire.
Il y a un passé que vous avez pu faire et que je crois que la moindre des choses est d'assumer votre passé. Et donc l'histoire peut se renouveler, je n'ai pas dit non, mais à un temps. Donc pour l'instant, il faut que les gens sentent qu'il y a un changement. Et donc un passage d'un état à un autre carrément. Quitte ensuite le deuxième, c'est-à-dire la phase préliminaire, c'est-à-dire cette phase d'intermédiaire, peut durer. C'est ce qu'on appelle, comme je disais, c'est le permanent qui ne fait que durer. Ça, c'est autre chose. Et je dirais même que, par exemple, à l'époque où Assad, le père Assad est venu au pouvoir, d'abord il avait fait une première tentative en 1963. D'accord. De 1963 à 1970, où il avait réussi en vain son coup, et bien tout le monde attendait une démocratie. Or, la démocratie n'y était toujours pas là. Des années plus tard, voire même maintenant avec son fils. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut faire passer la dictature d'un père à un fils, on veut avoir un état normal. Moi, je dirais même dans leur presse, c'est-à-dire, je ne mets pas encore quiconque, mais j'essaie d'être le plus objectif possible, et je suis l'objectif, et s'il y a quelque chose, vous pouvez me laisser un commentaire. Par exemple, en 1973, et l'Égypte avait fêté cette journée de victoire, il s'agit d'une victoire, d'une bataille énorme, d'une guerre contre ces psychopathes de juifs. Je peux pas l'exercer toujours. Moi, si j'avais encore une intelligence d'aller voir le désert de Namibie, Moïse, j'allais dire, et passer aussi par là-bas. Or, ce n'est même pas une question de religion, pour ainsi dire. Et la question de religion, comme disait l'ancien directeur, l'ancien président de Médecins sans frontières, ce n'est pas un acte valable à montrer pourquoi ils existaient auparavant, ils sont chez eux, ils sont rentrés chez eux. Eh bien, il faut revoir le monde, refaire le monde même. Alors, ça, c'est pas sérieux, il faut rester dans l'état des choses. Mais la Namibie, je crois que c'est un joli désert qui est encore vide et vierge, il peut encore faire des choses. Mais là, chez les Arabes, il me semble qu'ils sont sur une fausse piste. Vous faites des colonies comme vous voulez, vous laissez ça pour les autres. Donc il faut être conscient de la question. Alors comme je vous ai dit, en 1960, la presse égyptienne et la presse syrienne surtout, ils ont tous les deux fêté ce 1973, eh bien la presse surtout syrienne n'a pas fait mention, n'a même pas dit un mot de l'armée marocaine qui était là en 1973 et avait libéré avec courage et détermination la ville de Kinshasa. Il faut comprendre que ça fait mal parce que tout un peuple qui croit défendre les intérêts des Arabes, les intérêts des autres, ils sont oubliés du jour au lendemain. Ça, c'est un faux procès. Alors, au moins le signaler. C'était une armée dirigée par le ancien général Sefragui, qui a été assassiné, je crois. La dictature, il ne faisait que ça. Après être ministre, ambassadeur en France, mais enfin, c'était des hommes qui ont, une fois terminé leur travail et leur boulot, comme j'allais le dire en Syrie, à Kinshasa, ils étaient mutés tout de suite avec la création d'un autre problème qui n'était même pas un problème, et le faire du Sahara. Or, le Sahara, c'est pas un problème, c'était tout simplement de se débarrasser des militaires qui avaient la tête chaude. Or, il n'y avait pas la tête chaude, c'était des gens qui voulaient une démocratie chez eux. Pourquoi les autres, ils ont une démocratie et nous, on ne peut pas l'avoir? Nous avons les armes, nous sommes le dessus. Alors, nous appliquons la démocratie.
nous faisons la démocratie. C'est ce qu'il avait dit, le colonel Chalwati, le général Oufir, le général de Gaulle, et ainsi les autres qui ont pu avancer avec force et détermination. Ils avaient gagné là. Il ne faut pas oublier qu'en 1971, ils avaient gagné là, sur le terrain. C'est-à-dire le roi était en échec, et j'allais dire, il était en échec et mat. Parce que quand on fait un jeu, quand on joue un échiquier, hein, eh bien on peut avoir un échec, et puis le roi peut se sauver, et puis voilà. Non, là il était en échec et mat. Parce que s'il avait voulu se débarrasser de lui, comme eux, la dictature se débarrasse des gens aussi facilement, et d'un revers de main, ils auraient dû le faire. Mais c'était des démocrates. C'était des gens qui voyaient plus loin. Bon, alors je reviens sur la question de la série. Il parlait aussi de... il est en train de... c'est comme quelqu'un qui est en train de chercher une femme mariée, il a besoin d'un répondant, mais il faut comprendre que si vous avez une censure et que cette censure vous suit, vous ne saurez jamais trouver cette femme. Vous ne saurez jamais trouver d'interlocuteur. Parce que dès que vous arrivez, et ils savent ce qu'ils font, vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de les chercher. Et c'est cette recherche, eux ils le savent. Ils savent que vous voulez vous marier, mais ils ne veulent pas le faire. Moi, je laisse pas une caméra partout, parce que ce n'est pas si compliqué à comprendre. On met un objectif, et je vais vous l'expliquer comme je l'ai expliqué à ma soeur une fois. Hein, vous êtes dans un cyber où il a 2 étages, et le patron de la cyber se trouve en bas de cet étage. Premier étage, au rez-de-chaussée. Et il a des ordinateurs à l'étage dessus. Pour qu'il n'y aurait pas de dommages, qu'il n'y aurait pas de vol, pour qu'il n'y ait pas quoi que ce soit, eh bien, ils mettent un objectif, une caméra. Cette caméra, il la place quelque part en haut, et il voit tout ce qui est en train de se faire en bas. Ces images sont directement dans son ordinateur, et de ces ordinateurs, de ces images qui sont dans son ordinateur, il peut l'envoyer à où il veut. Eh bien, c'est le même système qui se passe ici, par exemple. Alors, je suis très bien accompagné. Toutes les télévisions du monde. Je vois Al Jazeera, je vois Al Masriya, je vois, et puis les gens qui voient. C'est une façon de faire la télé-réalité sans que la télé-réalité puisse avoir un consentement du propriétaire. Ça, c'est ce qui est en train de se passer. Alors, à la foulée, vous dites, tiens, je vais demander cette femme, pourquoi pas, cette jolie présentatrice de se marier avec moi. Eh bien, vous n'aurez jamais. Parce que c'est cette façon de travailler les choses que eux préfèrent faire aux victimes. Donc c'est cet interlocuteur, il est sous contrôle des autres. En général, ce sont des juifs qui s'infiltrent dans ce genre de commandement. On appelle la suite la cybernétique de l'État, mais ici ce sont des États voyous, comme disait Reagan autrefois, et ce n'est même pas une question des États, ce sont des gens qui sont des voyous, qui ne sont pas des gens honnêtes, encore moins des démocrates. Et pourtant, ils sont des démocrates, c'est-à-dire ce sont des Européens, des Américains, mais ils sont équipés. Et ils se comportent d'une autre manière qu'une démocratie. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire dire que vous êtes en train de chercher, cela ne sert absolument à rien. Parce que ils ne vous lâcheront pas. Ils veulent un objectif, ils vous disent. Et ils disent ce qu'ils veulent du régime d'Assad. Ils veulent plus d'Assad. Donc, c'est cette base, c'est une méthode, c'est une hypothèse même purement juive.
c'est-à-dire qui ne bougent pas d'un iota. Pour eux, ils ont quelque chose avec les Arabes, et je vais dire contre les Arabes. Et ce n'est même pas contre les Arabes, contre le monde entier. Il disait une phrase qui disait Khaled Mouchal, un jour, quand il a fait son retour à Palestine, à Gaza, c'était la seule phrase qui était juste, qui est que ces juifs ne seront acceptés ni par les Arabes, ni par aucun peuple dans le monde. Leur comportement, leur façon de faire, il est hors commun. Par exemple, à Gaza, ils ont pris un château d'un Palestinien qui fait plus d'une vingtaine de chambres, ils lui ont laissé que 3 chambres, qu'ils le veuillent ou non. C'est-à-dire une façon de s'imposer. Eh bien, si vous voulez vous imposer, allez prendre le niveau, si vous voulez jouer aux échecs ou aux dames, prendre le niveau un peu plus supérieur, quelqu'un qui est faible. Et ensuite, qu'est-ce que vous gagnez? Et ensuite, qu'est-ce que vous voulez? Là, par exemple, prenez par exemple les Allemands. Les Allemands, ils ne peuvent plus retourner. En Europe, encore moins. Aux États-Unis, bon, allez, vous avez des gens qui sont en mesure d'affronter ce que vous faites. Donc voilà, je le dis encore une fois, pour le régime d'Assad, il ne peut pas y aller plus loin. Et c'est cette partie qu'il faut qu'ils comprennent, c'est-à-dire le régime d'Assad, c'est que quand les choses sont manipulées, on ne peut pas y aller plus loin. Et les maîtres, vous ne pouvez pas les connaître. Mais par contre, comme je vous l'ai dit, vous avez ce qu'ils veulent. Ils veulent plus de ça. Ils imposent. Alors, je ne défends ni Assad, ni son régime, ni quiconque. Parce qu'une victime est une victime qui soit pro-gouvernementale ou dans l'opposition. Ça, une victime est une victime de trop. Et on a vu le discours, quand il donnait son discours à Assad, derrière lui, il y a des images. Il y a des gens qui sont tombés dans le champ de bataille. Un champ de bataille qui n'avait pas été créé par eux, qui n'était même pas un champ de bataille régulier, mais ce sont des gens qui frappaient, qui tuaient. Ça, ce n'est pas normal. Donc, il y va de soi, il faut bien quelqu'un paye. Alors, on parle bien entendu d'une réconciliation générale. Les gens n'oublient pas. N'oublient pas. Croyez-vous que en Algérie, avec 1,5 million, selon les estimations algériennes, et moins d'1 million, mais pratiquement presque 1 million chez les Français, croyez-vous que ces Algériens oublient les Français? Oublient? Non, ils ne peuvent pas oublier. Ni eux, ni leurs enfants, ni leurs petits-enfants, ni quoi que ce soit. Encore moins ce qui est en train de se passer actuellement, par exemple, pour les anciens combattants de l'armée française, qui ont droit à la nationalité française. Et c'est un droit régalien. De toutes les colonies françaises, c'est-à-dire Maroc, Algérie, Sénégal, Tunisie, tout, ils ont droit à cette nationalité française. Ce qui donne accès à la nationalité française à tous leurs enfants et leurs petits-enfants. Seulement l'État français n'est pas en mesure de reconnaître et de voir les choses en face. Avec cette injustice, l'injustice historique, et avec tant d'injustice, croyez-vous que les gens oublient? Eh bien c'est la même chose en Syrie. Les gens n'oublient pas. Les gens n'oublient pas. Vous pouvez les enrichir, ils ne peuvent pas oublier. Et par contre, un changement de système, c'est là où il commence. Il n'y a pas un oubli, mais une variété, un autre champ qui s'ouvre. C'est ce champ d'une démocratie pleine et souveraine. Alors, j'ai constaté aussi que, par exemple, même dans cette façon des dictateurs, ils ont une manière de travailler. Ce travail qui consiste à arrêter l'imaginaire des gens à un certain niveau. Qu'on ne peut les accepter
dépasser un niveau. Et le mieux que tout le monde soit Arnan, comme disait autrefois, je ne sais pas qui, c'est-à-dire les gens qui ne voient que manger, dormir, autre chose, ce n'est pas eux. La pensée, c'est pour d'autres. Pour d'autres, il n'y a personne. Il faut bien que vous laissiez le peuple faire son travail de penser, de réfléchir, d'améliorer le pays, d'aller plus loin vers une démocratie. Par exemple, ici pour le Maroc, quand j'écoute, je suis plus ou moins les émissions politiques, eh bien, tout ce monde qui ont invité comme présentateurs ou présentatrices, ils ont toujours cette manière de s'arrêter et d'arrêter la géographie en Algérie. Ils ne peuvent pas y aller jusqu'au Maroc. Par exemple, au Maroc, c'est un État dictatorial. Par exemple, non. On peut faire le pays arabe, on peut y aller en Tunisie jusqu'en Algérie. Et jamais on ne cite le Maroc. Ou si on cite le Maroc, on parle de Marrakech. Alors, ça fait quand même un peu trop. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces cons-là? C'est qu'ils ont... Parce qu'il ne faut pas oublier que ici, c'est une société au Maroc. Il y a la méthode juive qui règne. C'est cet état d'esprit de juif qui règne. Ils sont chez les Souches, ils sont sur une bonne partie des Atlas, ils sont sur les gens de Touareg, hein, des Touarega en arabe, hein, c'est noir, des racistes, vraiment des racistes, des gens de l'Aïon, il y a certains de Rif, il y a même beaucoup d'Arabes, et tout ça c'est chapeauté, et il vit comme un petit roi de juif. André Zola, Safati, tout ça, ils ont acheté même la partie inférieure, toute la partie inférieure de Marrakech. Ferme, terre, villa, maison, qu'est-ce que vous? Est-ce que c'est normal, hein? Et il va se comporter comme un Européen ou un Américain. On est loin du camp. Hein? On ne fait pas ça dans un état dictatorial. On ne fait pas ça où un peuple vit et crève. La pauvreté et la misère, c'est partout dans les rues et de Rabat et de Marrakech et de Fès et de Hiroshima qui demandent de leur indépendance et qui ont le droit de l'avoir une autonomie parce qu'il faut bien que les gens vivent. Si l'État n'arrive pas jusqu'à la place, s'il y a manque d'un État solidaire, d'un État fort, un État démocratique, il faut bien que les gens s'organisent comme ils sont, comme ils le voient. Donc, il y va des fois, une autonomie, ça les rend meilleurs. Les Rifains, ils ont des millions et des millions d'euros à l'étranger. La part des immigrés, ils peuvent faire des usines, ils peuvent construire des routes, ils peuvent faire des routes. C'est-à-dire, ils ont une manière de travailler les choses. Ils ont une manière de faire. Sans, bien sûr, de se renier de l'État marocain, c'est-à-dire et de l'Arabes. Mais ils peuvent le faire. Ils peuvent avoir un parlement économique, hein, un conseil économique, si on veut. Ils peuvent avoir un parlement même régional. Ils peuvent construire leur territoire, l'organiser comme ils l'entendent. Et ça, c'est un phénomène qui est quand même compréhensible. Qui va faire quelque chose? Qui va faire le corps de ce fait? S'il n'y a pas un État central qui peut faire et qui peut aller partout où les citoyens appellent, il y a une décomposition, c'est une bonne chose. J'allais dire qu'il est bonne chose dans le sens d'une désintégration, mais une organisation. C'est ce qu'on appelle
Et c'est ça ce qui nous est arrivé. C'est comment arriver à un état, le mot il me fait échapper, comment arriver à un état démocratique dans un territoire plein et souverain. Je crois par exemple que les gens qui sont ici par exemple à la Rabat, il faut quand même qu'on sache une chose qui est très importante dans l'histoire, c'est qu'il y avait une première république ici au Maroc qui s'appelait République de Bourg et Grec, qui était en 1630. Et ça a existé. Et ça a existé avec les gens qui sont venus et qui ont été chassés de l'Espagne. Il y avait une certaine démocratie. Donc c'est cette décomposition, en fait, cette décomposition du paysage économique, juridique, administratif, etc., qui fera que le Maroc peut retrouver un élan. Sans ça, ils ne peuvent rien. Vous pouvez rester tout le temps comme ça. Il y a des gens qui ne se sentent pas chez eux. Là, ici, à Rabat, à Casa, à Tanger, à Oshima, à Marrakech, un Sousse, et ils se considèrent toujours être immigrés de l'intérieur, c'est-à-dire ici, c'est-à-dire il est immigré même dans le Maroc, ne conçoit son pays, son état, que dans Sousse. Alors retourne en Sousse, retourne à ton département, fais ce que tu as envie de faire là-bas et pas ici, au lieu d'emmerder les gens. Exactement la même chose pour les gens de la classe et les gens les autres de Touareg qui nous foutent la merde ici avec bidonville, plein cœur de. Vous avez le Zazak, il y a même des acteurs britanniques, même la reine de Gabi. Ils ont des villas, des fermes aussi merveilleuses comme on veut à Ouazzazak. Vous pouvez aller là-bas, vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire. Et des usines et des industries. Je veux dire, cette dichotomie entre ce qui est faisable et ce qu'on peut faire, c'est-à-dire faisable n'est pas forcément on peut le faire, il est faisable mais il y a des empêchements, et ce qu'on peut faire, il existe quand même un abîme qu'il faut savoir le combler. Et ce n'est que cette première république marocaine qui peut le faire par exemple ici. Et ce n'est qu'une deuxième république syrienne qui peut le faire. C'est-à-dire tout un ensemble qui est fait avec des hommes neufs, avec des hommes et des femmes neufs, et avec ça, on peut faire avancer un état de droit. Parce que le départ, c'est toujours un état de droit. S'il n'y a pas d'état de droit, ça ne sert à rien de changer de quoi que ce soit. C'est cet état de droit que le printemps arabe a pour but. Son but principal. C'est-à-dire, pas de spy caméra. Les gens qui veulent aller dans les cafés, ils peuvent y aller. Ils peuvent y aller dans les rues, ils peuvent se promener. Ils peuvent. Moi, je ne peux même pas regarder le bord. Parce qu'on nous emmerde. Et ils cherchent des formules psychologiques et tout, ça délire, je crois, malin. Bon, des idiots. Alors, je vois par exemple qu'il y avait un mouvement qui est en train de se constituer, par exemple. Je fais un passage ici, bref, au Maroc, et que la création d'un mouvement des républicains marocains. C'est une bonne initiative. Ils appellent une manifestation, des manifestations, oui. Mais comme vous le savez, l'État est toujours dictatorial, c'est-à-dire les infiltrations existent bel et bien. Mais l'idée, il est bonne. Il faut avoir l'audace de dire oui, on veut constituer cet État, on veut constituer, nous sommes des nouveaux républicains. Je dirais même que
En France, qui est un État républicain, il y a des royalistes. Ce n'est pas interdit. Aux États-Unis, que le système est capitaliste, tout ça, il y a des communistes. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait cet échantillon large. Maintenant, ici, il ne suffit pas d'avoir cet échantillon large, mais il faut y aller plus loin. Imposer cet État. C'est-à-dire, dire, voilà, on veut bien sûr avoir de nouveaux républicains, des démocrates, des républicains, des centres, de tout ce qu'on veut, mais on veut bien avoir notre premier État, premier État république marocaine. Donc, par exemple, une simple initiative, je dirais par exemple, si la chose se sent un peu plus en mesure, eh bien pourquoi pas une marche sur Rabat. Hein, c'est faisable. Ça existe ce genre de manifestation, ce genre d'initiative. Ça veut dire c'est un appel vert de tout le Maroc. Mais comme je dis encore toujours, l'État est toujours dans un état dictatorial. Et je veux vous dire qu'il n'y a pas de sorte de hard, une dictature est une dictature. Il peut passer par n'importe quelle manière, mais c'est une dictature. Alors, là, oui, nous étions dans la vie estudiantine, on parlait de slogan, c'est vrai, à force, le forgeron devient forgeron, force de rester sous pression, eh bien, il y a ce volcan qui demande l'État, un État républicain, un premier État républicain au Maroc, une deuxième république en Syrie, une première république à Qatar, en Arabie Saoudite. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut aller, qu'il faut raisonner. Ya habibi kullu shay'in biqadar. Voilà, c'est ça la question. Donc, alors, par exemple, Kamini, il a fait un discours l'autre jour, parce que lui n'arrête pas de faire ce discours et ses interventions. Alors, il parlait que l'Occident a peur de l'islam. Moi, je ne crois pas que l'Occident a peur de l'islam. L'Occident a peur du désordre. Quand il n'a pas à qui discuter dans un État démocratique, mais il faut tout revenir à un monsieur ou à une petite clique, et ils ont le pincé au cœur parce que et ce peuple qui fait des millions, il faut bien qu'il soit mot aussi à dire. C'est pour ça, par exemple, s'il y a un État marocain, le jour au premier État marocain, je crois que tous les acteurs devraient être revus avec l'Europe sur la pêche, l'agriculture, sur tout ce qu'on veut. Il y a une usine qui s'installe ici à Tanger, ou un autre qui s'installe en Algérie, mais pourquoi ils ne restent pas chez eux? Parce que là-bas aussi il y a du chômage. C'est parce qu'ici ils payent 10 fois moins que ce qu'il va payer aux Français. Et encore, je suis clément quand je dis 10. Il faut aller plus loin encore. C'est une sécurité sociale ou quoi que ce soit. Quand on lui dit, quand on donne à l'ouvrier entre 150 et 200 euros, hein, je parle euro, comme ça vous faites la traduction parce que c'est comme ça qu'il faut parler si la vidéo passe ailleurs. Qu'est-ce qu'il va faire dans un niveau de vie où les économistes disent que pas moins de 800 euros pour vivre au Maroc. Pas moins. Alors, c'est quand même un état de désordre. Le kilo de viande est dans le 9 euros, 10 euros. Le poisson, et c'est un pays à deux mers, et l'océan et la Méditerranée. Et le kilo de sardines, qui est plein de vitamines, d'accord, mais qu'il est le poisson le moins cher du monde, coûte ici pas moins de 2 euros. Alors je ne parle pas du merlan, du calillac,
du sol, tout ce qu'on veut. Je parle pas de ça. C'est ces autres poissons, il faut taper sur plus de 5-6 euros le kilo. Avec 150 euros, 200 euros et même 300 euros, qu'est-ce que vous allez faire? Même avec 500 euros, qu'est-ce que vous allez faire? Alors les économistes, quand ils parlaient de 800 euros, c'est-à-dire qu'ils parlaient de 800 euros pour la main d'œuvre, c'est-à-dire les gens qui devraient se contenter d'un certain niveau de vie. Ils mangent d'accord, mais pas les 3 repas. Il faudra 2 repas au maximum, pas plus. Je ne parle pas du pain. Il faut qu'il fasse 400 grammes. Il y a la corruption et le vol partout. On met le pain à 200-250 grammes et le vendra à 400. Il y a une série de malfaits qui existent ici au Maroc et qui n'ont pas de chance à exister. Et je dirais, comme je dis ici pour le Maroc, ça existe dans les 22 pays arabes. Exactement. Alors, je dirais, comme je disais à Camille, non, l'Occident n'a pas peur de l'islam. Les points faibles et les points forts existent par rapport. Chez eux aussi, ils existent. Mais pas à ce niveau-là, pas à ce stade-là. Un stade où le citoyen est vraiment n'a pas son mot à dire, n'a même pas une existence, n'a rien. Il faut qu'il y ait une liberté, une expression. Parce que définir, qu'est-ce que c'est que la démocratie? La démocratie, c'est d'abord un niveau de vie, une dignité humaine. Par exemple, un niveau de vie, c'est-à-dire un pouvoir d'achat. Un pouvoir d'achat, c'est-à-dire avec quoi il peut manger, il peut boire, il peut habiter, c'est-à-dire avoir un logement, une location, à la limite, un moyen de transport, et ainsi de suite. C'est ça. Quand le citoyen est dans cet état, il peut rentrer dans un supermarché, il peut faire son chariot facilement, pas comme ici. Ici, il y en a des gens qui rentrent dans les supermarchés, dans les grands supermarchés marchands, eh bien, ils font le tour en dehors du vol. Il y a quand ils devraient passer par la caisse pour sortir, eh bien, ils font sortir une bouteille d'huile ou 1 ou 2 kilos de lessive, et puis cela s'arrête là, ou du sucre, bien sûr. Car comme disent les dirigeants d'ici, et les pauvres d'ici, qu'il y a 4 points qu'il ne faut pas qu'ils touchent, que le pouvoir en place ne touche pas, il n'a pas le droit de l'atteindre, parce que c'est une révolution peut se faire autrement, bien sûr, c'est le sucre, la farine, l'huile et le thé. 4. Avec ça, il peut vivre le pauvre. Mais avec ça, il n'a ni vitamine ni quoi que ce soit. Toujours fatigué. Alors eux, ils ne touchent pas à ces 4 points. À l'évolution des prix, ça reste comme ça. Parce que dans l'évolution des prix, il y a tout un ensemble de vols et de corruption qui sont faits en parallèle. Oui, j'ai un autre point que je voulais signaler, c'est le discours de Nasrallah, enfin, dans le discours de Nasrallah, c'est-à-dire dans la méthode de Nasrallah, disons, j'allais dire exactement ce que Assad devrait faire, il devrait le faire. D'ailleurs, Netanyahou, dès que Bachar il avait terminé son discours, lui, il a commencé à faire ses grilles entourer le Golan, de renforcer la force et ainsi de suite. Alors, quelle force est là si ce n'est force nulle?
quand on voit ce qu'ils ont fait, les Palestiniens, le courage et détermination, ce qu'il avait fait, Nasrallah, avec les missiles, qu'est-ce qu'ils ont maintenant à protéger ou à faire. Alors je dirais que pour Nasrallah comme pour Assad, ça a été deux choses. D'abord, puisque la guerre, vous l'avez, il faut libérer les Golands. Donc on envoie aux Golands. Et vous n'avez rien à faire. Comme les pauvres qui ne veulent pas se manifester, ils n'ont rien. Manifeste, fais des manifestations, fais brûler les roues de voitures, ça ira mieux. Là, c'est la même chose. Pourquoi il s'arrête là alors qu'il a les fermes de Shab'a et les collines de Terre-Cassée? Pourquoi qu'est-ce qu'il est en train d'attendre? Qu'est-ce qu'il est en train d'attendre? Son dernier discours, on voit qu'il a une sympathie maintenant vers les Israéliens. Lui, il n'a pas intérêt à avoir cette sympathie. Hein? Beaucoup de Libanais ont été tués par les Israéliens. Les Arabes ont été traités mal par les Israéliens. Même la délation même du Bergag est venue de là-bas. C'est-à-dire c'est un état d'esprit qui est venu de Mlah. Alors il faut bien sûr qu'il commence à libérer ça. Il faut qu'il commence à donner les lignes directrices. Il faut, c'est-à-dire moi ce que j'ai envie, c'est-à-dire il attend le ministre chypriote pour voir comment ils vont s'organiser sur le pétrole qu'ils vont trouver en mer, et ainsi de suite. Je crois qu'il faut pas oublier ce que vous avez avec cet ennemi, ce qu'on appelle l'Adout Ezeli, c'est-à-dire l'ennemi éternel, parce que ça fait, ils ont une conception de la supériorité. C'est un complexe d'infériorité, bien sûr. C'est-à-dire, ils croient avoir pu découvrir Dieu qui est le seul et l'unique, alors ils ont droit à tout. Et même, ils exercent ce qu'ils avaient envie d'exercer, parce que les dieux, c'est kiff-kiff. Donc ça, c'est faux. C'est comme les Égyptiens, ils n'arrêtent pas vous ne pouvez pas suivre un journal télévisé sans que vous entendez l'alqab, c'est-à-dire les titres, docteur, c'est-à-dire pour eux, ça équivaut à Ibn Sina, Al-Khawarizmi. Or, eux, ils sont très loin du compte. C'est-à-dire, ils veulent se substituer à des savants. Mais vraiment, ce sont des savants. Hein? Celui-là, ils ont fait une thèse. C'est comme Assad. Ça c'est un point de thèse. C'est tout. Hein? Et ils substituent à ça. Ils veulent se montrer. Alors, c'est la même chose pour les Juifs. Ils ont ce même complexe. Et ils ont découvert Dieu. Le prophète Isaïe, Jacob, putain de merde. Bon, c'est-à-dire tout cet ensemble, pour eux, c'est eux qui ont pu faire ça. C'est-à-dire Al-Kitab, c'est-à-dire les gens qui ont fait que ça. Je crois que il faut être humble dans ce sens. Ça n'a pas de sens. Il y a un réel, il y a une réalité, et il y a une lutte. Il faut bien sûr la vivre avec dignité. Alors, bien sûr, il y avait aussi la question de la Jordanie qui s'inquiétait aussi de son sort. Quand il recevait Netanyahou là-bas, je crois qu'il demande de l'aide. Hein. Il sait que la rue n'est pas calme. Hein. Et c'est partout dans les 22 pays arabes. Ils veulent sacrifier encore. Mais ça, ce n'est pas si important. Alors, je reviens à Maurice, au président Morsi. Président Morsi dans l'Égypte, je crois que les frères musulmans crient vite victoire. Après le référendum sur la Constitution. Or, ce n'est pas vrai, parce qu'il faut comprendre qu'il y a 51 millions d'électeurs
Et il n'y avait que 34% à la limite, 33%, 34% qui sont déplacés et qui ont porté une croix à cette constitution. Donc, ça veut dire 17 millions. 17 millions, vous avez 10 millions qui ont dit oui. Ça veut dire en statistique, ça fait, quand vous prenez 5 Égyptiens, il y en a un qui a dit oui. Et 4 qui ont dit et non, ou ils ne sont même pas parlé. Ils ne sont même pas, ils n'ont rien dit. Ils se sont abstenus. Hein? Alors pourquoi? En général, une explication un peu furtive, il dit que l'abstention, c'est un équivalent du non. C'est comme si vous avez 5 musiciens, un qui a dit oui et 4 qui disent non. Alors, le compte est vite fait. Vous n'avez pas accès à une victoire. C'est ce qu'on appelle des non passifs. Moi j'appelle ça un non passif. C'est comme un fumeur passif. Il ne fume pas, mais il supporte la fumée. C'est un fumeur passif. Et c'est les gens qui ne se sont pas déplacés ou qui se sont abstenus sont des non passifs. On n'a pas dit non. Au moins oui. Les gens qui sont des non passifs. C'est-à-dire des gens qu'on peut les considérer comme des non. Donc, par exemple, quand on parlait, par exemple, de l'Égypte, on parlait du débat. Ce débat, il est certes important. Il faut unir les rangs de l'opposition. Or, l'opposition est à plusieurs composantes, j'en conviens. Mais il y a un seul pays qui est l'Égypte. Donc, un débat entre toutes les composantes de l'opposition et la majorité, mais malgré cela, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait une participation active hein, de l'opposition et au gouvernement et au poste de responsabilité. Parce que cette étape est encore transitoire, bien que Morsi dit on a terminé avec l'étape transitoire. Non, vous n'avez pas encore terminé avec l'étape transitoire. L'étape transitoire court toujours. Et si la Constitution est passée, c'est-à-dire si vous avez su faire bouger les 4/5, c'est-à-dire si une Constitution est faite à 50% au lieu de 33%, là je crois que vous avez quelque chose à dire. Hein? Et donc celui qui arriverait à manipuler les 4/5 est celui qui est en mesure d'imposer le quoi que ce soit. Or, rien à imposer si ce n'est un État démocratique et un État de droit. Je parlais aussi un peu vite, disons que pour la question de cette étape, je ne suis jamais pour le Sénat. Le Sénat est une perte de temps. Déjà, en 2007, je crois, Ségolène Royal, qui était déjà une candidate française, elle avait voulu éliminer le Sénat. Parce que c'est une perte de temps. Alors ça, c'est une démocratie chez eux. Hein. Il y a une France, une démocratie. Et puis, mais ils commençaient à perdre les pédales, ce qui est normal, parce que c'est la crise économique mondiale, il y a tout un ensemble de problèmes qui les entourent, et ainsi de suite, dire que les décisions mettent encore plus de temps. D'ailleurs, en Europe, on se plaint toujours de cette prise de décision qui met du temps, 2 ans, plus, pour qu'une directive du Parlement européen puisse être appliquée dans les États membres. Alors, faire passer une décision d'une assemblée nationale, c'est-à-dire d'un parlement, c'est-à-dire le représentant du peuple, à un autre parlement qui représente les sages, et le faire revenir le texte, il faut qu'il soit
Alors pour l'Égypte, il faut qu'ils gagnent quand même du temps. Donc le Sénat, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert absolument à rien. Le groupe des sages, ils n'ont qu'à aller faire ailleurs. Parce que ça ne sert à rien. Faut qu'ils attendent de cette assemblée. D'accord, ça va se constituer du peuple, c'est-à-dire ce sont leurs vrais représentants du peuple, et on espérait bien avoir des vendeurs de feuilles. Pourquoi pas? Parce que ce sont aussi concernés. Il ne faut pas faire comme les films égyptiens où ils ne représentent pas la réalité égyptienne. Il y a tellement de superposition des plans, il y a tellement de copier-coller. On copie sur les Britanniques, sur les Américains, on les fait coller sur les Égyptiens. Par exemple, j'en vois des phrases dans les films, Tisma, Tfaddal, ça n'existe pas chez eux. Ça n'existe pas. Il y a le terme qui va le plus. Ils ont inventé une langue qui est très bien, très belle, mais ça ne correspond au peuple, c'est-à-dire à plus de 90%. Ça correspond à une minorité. Des gens qui sont dans des positions très tranquilles, économiquement et financièrement parlant. C'est ça qui voilà ce qui existe chez eux. D'accord? C'est-à-dire ce sont des gens qui sont ou tamam. Une présentatrice de KRR TV qui a dit Zay Getou Tamam. C'est-à-dire, si je veux traduire ça en langue française, c'est-à-dire c'est l'argot, c'est la fameuse phrase de Nicolas Sarkozy, qui disait, un citoyen qui n'en a pas voulu secouer la main, il disait, écrase-toi pour rentrer. Voilà. Voilà, ça c'est le langage connu. Alors, si c'est cette société qui devrait être représentée au Parlement égyptien, c'est ces gens-là. On ne peut pas accepter une super, on peut pas accepter parce que je suis un arabe de premier, il faut bien qu'il y ait une logique politique. C'est-à-dire, une représentation est une représentation d'un peuple. Et une représentation d'un peuple est représenter ce qui existe dans le peuple. Et du bien et du mal. Quand on parlait de la démocratie au sens grec, eh bien, il y avait une espèce d'enceinte en plein air, où tout le monde peut venir, où tout le monde peut discuter. Qui peut venir? Tout le monde. Donc, alors, par exemple, quand il a parlé de... Il faut bien sûr, amender cette constitution, il faut bien la voir, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a un article qui est interdisé, par exemple, le casino, le striptease, je ne sais pas ou la femme en string dans les plages. Hein, ça, c'est-à-dire, c'est imposer un État islamique pur et dur. Or, dans les 90 millions d'habitants, vous n'avez pas les gens qui sont dans cet état d'ordre, dans cet état d'acceptation de ce genre de produit. Donc, un article, s'il n'est pas amendé, il peut faire de là une deuxième révolution. Les gens se révoltent parce que vous touchez au bien des gens. Alors maintenant, vous allez me dire, ils ne sont pas nombreux. Soit, faites-la passer par un référendum. Vous allez me dire qu'on a passé par un référendum. Votre référendum, il n'est pas, comme il l'avait signalé Ashton, la commissaire européenne, il ne fait que 33% de participants. Ça veut dire que votre constitution est tellement fragile, comme je viens de l'expliquer, 4 Égyptiens sur 5 sont des non ou des non passifs. D'accord? Donc, votre article, donc il faut que vous acceptiez les amendements. Amender votre constitution. Un article peut faire rentrer et peut faire basculer un État dans une guerre civile.
Ben oui, parce que c'est l'état dans un état, par exemple en Égypte ou dans les 22 pays arabes, la situation n'est toujours pas stable et une guerre civile est vite déclenchée. Ne parlons pas des gens qui viennent d'ailleurs pour souffler sur la braise, mais c'est une phase comme une autre. Donc il faut bien mettre en tête qu'il existe des normes et des variables qu'il faut en tenir compte. Il n'y en a pas, je ne crois pas qu'on peut remplacer ça. Une guerre civile est une bonne. Voilà. Il me paraît maintenant, on a discuté un petit peu. Le posting d'aujourd'hui, il est un peu plus long. Voilà. شهي الكبرياء عابق السحر كأنفاس